Monsieur et Madame Aslen, tous les chers collaborateurs, salam alaikum wa rahmatullah. Vous savez, Monsieur Aslen, je me souviens, quand on était au Madrasa, au temps de Roshan Bersi, il était très petit comme ça, mais pendant ce temps, il était déjà très intelligent. Quelqu'un d'actif, qui aime beaucoup la religion, les œuvres sociales, et alhamdoulilah, Dieu merci, on le connaît à part ses investissements dans le monde des affaires. Il consulte beaucoup des écoles. Une fois j'étais à Manakal, je lui ai envoyé une photo du EPP qui était ravagé par le cyclone. Mais je lui ai dit, Monsieur Aslen, comment on fait? Il dit, allez, vas-y, fonce, je suis là. Donc il a ce cœur de servir la nation, les pauvres malgaches, et aussi des actions humanitaires, aussi religieuses. Donc un jour je lui ai proposé, moi j'ai dit, écoute Aslen, il faut professionnaliser notre travail. Parce que quand on travaille au nom de Allah, au nom du Coran ou même du Bible, il faut qu'on soit professionnel, il faut donner quelque chose de bien, correct, aux normes. Moi je dis, toi tu as réussi dans ta vie, dans ton système de travail, tu ne peux pas nous donner de ton temps précieux parce qu'il est toujours occupé. 3/4 de sa vie c'est dans l'avion. C'est pas ça, Madame Michel? Donc l'autre fois on s'était mis d'accord, mais malheureusement il était à l'extérieur. Il a investi beaucoup dans les domaines de communication à l'extérieur. Et là il m'a dit, écoute, pendant le mois de Ramadan je suis pour vous. Alhamdulillah, aujourd'hui il est là, donc il va nous écouter, il va observer notre système de travail, l'organigramme, comment on travaille. Et Inch'Allah, il va nous proposer comment améliorer, professionnaliser notre travail de façon que notre but suprême, qui est l'éducation des enfants, il faut qu'on arrive à atteindre ces buts. Moi déjà, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis très très heureux. Je suis heureux de retrouver, déjà toujours Cheikh Hanif et des amis. Donc, je suis très honoré de vous apporter ma petite contribution avec mes yeux d'entrepreneur. Peut-être que tout ce que je vais dire ne s'appliquera pas dans le monde associatif, de l'humanitaire, du bénévolat et de l'éducation, mais je vais vous donner ma vision des choses et je pense des choses qui fonctionnent parce qu'on a au sein du groupe Action, on a ce qu'on appelle l'Action University. D'accord? Donc l'Action University, on fait beaucoup de formations, d'éducation, d'instituts professionnels au sein du groupe. On a 12 000 collaborateurs, donc on connaît un petit peu comment on les traite, etc. Ce que vous faites, au-delà du caractère extrêmement noble et utile pour la société, ce qui est important, c'est, dans n'importe quelle organisation, c'est sa gouvernance. Qui gouverne? Ça, c'est la première chose. Qui est le chef et qui gouverne? D'accord? Une organisation sans autorité, ça ne fonctionne pas. Mais les organes de gouvernance, ça ne veut pas dire un seul chef. Un organe de gouvernance, c'est une assemblée de personnes qui se réunissent pour partager sur les problématiques, les difficultés, les challenges. D'accord? Et qui décident ensemble où on va. Et puis si, à un moment donné, 5 personnes vont dire il faut peindre le mur en rouge et 5 vont dire ben non, il faut peindre le mur en vert, il y a le président qui décide, je vous ai tous écoutés, d'accord, mais on va peindre le mur en vert. C'est un exemple, hein. Mais tout ça pour dire que le plus important, il faut d'abord des organes de gouvernance. Qu'est-ce que c'est des organes de gouvernance? D'accord? Alors je vais continuer d'abord, avant de rentrer dans les organes de gouvernance. Ça, c'est la première chose importante. La seconde chose importante, il faut que vous définissiez, mais il faut que vous graviez dans le marbre votre mission. Quelle est votre mission? Est-ce que votre mission, c'est les orphelins? Est-ce que les missions, c'est l'éducation? Est-ce que votre mission, c'est la formation professionnelle? Quelle est votre mission? Je comprends, moi, votre mission. Votre mission, c'est la réintégration sociale d'orphelins. Votre mission, c'est l'éducation. Votre mission, il y a aussi un éveil religieux dans votre mission. Dans votre mission, c'est l'aide aux plus démunis. Il y a une mission de santé, mais il faut formaliser. Une organisation, si ces missions ne sont pas clairement définies, formalisées, est-ce que vous avez une charte? Est-ce que vous avez une déclaration? Est-ce que vous avez des valeurs? D'accord? Quelles sont vos valeurs?
Quelle est votre mission? Quelles sont vos déclarations? Vous avez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous, notre entreprise, on a une mission. Chez Axian, notre mission, elle est définie en 3 choses. L'inclusion digitale des populations d'Afrique, l'inclusion financière des populations d'Afrique et l'inclusion énergétique des populations d'Afrique. Quand je vous dis ça, vous avez tout compris. On permet aux populations d'Afrique de les inclure dans le monde digital, de les inclure dans le monde de la finance et de les inclure dans le monde de l'énergie. Voilà, on apporte l'énergie, on fait de l'inclusion énergie, etc. Pareil, vous, il faut que vous définissiez votre mission. Nous, on est là, on se réunit autour de nous tous. Pourquoi? Il faut le formaliser. Ça, c'est une première chose, définir votre mission. La seconde chose qu'il faut faire, à mon sens, encore une fois avec mon regard, et peut-être que je vais dire des choses que vous avez déjà faites, mais je vous donne un petit peu comment je vois les choses. La seconde chose, c'est quelles sont vos valeurs pour atteindre cette mission? Quelles valeurs vous voulez entre vous avoir? Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui? Ce qui vous réunit, c'est un rêve, c'est un objectif. Mais comment vous allez faire pour y arriver? Quelles sont vos valeurs pour y arriver? Parce qu'il faut avoir de l'engagement, de la passion, d'accord, de l'abnégation. Il faut aussi avoir des valeurs, par exemple, de la disruption, etc. Quelles sont vos valeurs pour atteindre cette mission? Ça, c'est extrêmement important. Il faut définir des valeurs. Mais toutes ces choses-là, vous les définirez ensemble. Ça ne va pas se définir. Ne vous dites pas, on se réunit un samedi, on définit valeurs. Non. Vous réfléchissez, il faut faire un petit atelier pour définir notre mission. Elles existent, votre mission, elles sont déjà là. Ça peut vous paraître stupide ce que je dis en vous disant, mais il n'a pas compris, il n'a pas regardé le film, nos missions sont définies. Mais il faut les écrire. C'est important d'écrire. Formaliser. Quand je dis formaliser, c'est écrire. Écrire et réécrire pour être sûr qu'on affine. Les mots ont un sens. Et les mots sont percutants et permettent de nous guider. Certains d'entre nous sommes musulmans, une grande majorité. Pourquoi Dieu a choisi d'écrire? Il nous a formalisé le Coran. Pourquoi? Parce qu'il faut être précis dans ce qu'on nous dit. Pourquoi Dieu dit « lis » Le premier mot qu'il dit à la communauté, à la Oumma, il dit « lis », le premier verset. Il ne dit pas « prie », il ne dit pas « jeûne », il ne dit pas « va au pèlerinage », il dit « ikra », « lis ». Pourquoi? Parce que quand tu lis, quand tu as formalisé, quand tu as écrit, tu apprendras beaucoup mieux. Ton éveil se fera beaucoup mieux. Donc, écrivez les choses, ça c'est important. Moi, j'aimerais bien, dans cette salle, j'aimerais bien voir votre mission. Dans chacun de vos lieux où vous allez, d'accord, on doit avoir la mission, votre charte. C'est quoi la charte du FCRA? Ça, c'est la première chose. J'insiste dessus, mais c'est clé. Tout le monde sait. On est beaucoup plus fort quand on sait où on va, vers quoi on vise. Il faut qu'on définisse. Après, comment on va l'atteindre? Avec nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? C'est des valeurs de respect, c'est des valeurs d'humilité, c'est des valeurs de générosité, c'est des valeurs de simplicité. Ça, c'est important. Le partage, l'amour, c'est ça les valeurs. Ce qu'on va apprendre aussi comme valeur à nos enfants. Vous avez parlé de Miasa, Vavak, etc. Ce qui est important, c'est les valeurs qu'on veut donner. Donc, premièrement, moi, je reviendrai des organes de gouvernance. Deuxièmement, il faut définir sa mission, ses valeurs et comment on veut y aller. Puis, troisièmement, une organisation, ça fonctionne quand il y a les 3 P. Les 3 P, qu'est-ce que c'est? C'est people, c'est process, d'accord? People, process, et puis ce que moi j'appellerais la politique autour de ça, c'est-à-dire c'est les outils qui vont avec, les tools qui vont autour de ça. People, process et la politique pour atteindre ça. Les 3 P, ça c'est important. Et dans le P politique, vous mettez les tools, l'outillage. Quels sont l'outillage que vous avez besoin? Les people, c'est vous. Les people, c'est vous, c'est toute l'organisation. Il n'est de richesse que d'hommes. S'il n'y a pas dans une organisation des hommes et des femmes engagés vers une mission, vers la valeur qu'on s'est fixée, on n'y arrivera pas. Vers les missions qu'on s'est fixées, on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait un engagement total, sans faille de vous tous. Deuxièmement, les people doivent avoir, au-delà d'abord de l'engagement, ils doivent avoir une chose importante, les compétences. Est-ce que les uns et les autres ont les compétences? Je pose des questions bêtes, mais quand vous recrutez dans votre organisation, il faut des compétences.
Ça, c'est important. La compétence. Est-ce que le responsable de l'éducation, j'ai vu des CV extrêmement brillants, de formation ici et là, et c'est très important. Il faut ce background éducatif. Si vous ne l'avez pas, d'accord, ça va être compliqué. Donc, bien sûr qu'on me donne la chance aux uns et aux autres, mais il faut de la compétence. Sans compétence, on ne va nulle part. La seconde chose qu'il faut pour les people, c'est de la performance. La performance, elle est nourrie par notre engagement. Vous allez être performant quand vous allez être efficace et quand vous allez beaucoup travailler. Il n'y a pas de secret dans la vie. Une organisation, pour qu'elle fonctionne, il faut s'y donner à 300%, pas à 100%. Il faut se donner à 300%. Parce que si on ne travaille pas, si votre organisation, c'est les people ne travaillent pas, vous n'y arriverez pas. Moi, parfois, des gens me détestent au bureau parce que je les fais travailler comme des fous. Et je dis, mais c'est comme ça. On n'est pas ici pour être des amis. On est là pour une mission. On est là parce qu'on partage ensemble ces valeurs. Si on y croit, si on n'y croit pas, changez d'organisation, allez travailler ailleurs. Et on reste amis, il n'y a pas de problème. On se serre la main et on continue chacun de son côté. Mais s'il n'y a pas le culte de la performance, la médiocrité ne doit pas avoir sa place. Les entreprises, elles meurent par manque d'innovation et de médiocrité. Quand on se dit on va faire de l'à peu près. La culture de l'à peu près, ce n'est pas acceptable. Dans toute chose, faites votre travail le mieux possible. C'est ça la performance. C'est le culte du travail bien fait. J'insiste là-dessus, mais c'est extrêmement important. C'est de la quantité et c'est de la qualité. Moi, je travaille par semaine, je travaille entre 85 à 90 heures par semaine. C'est le ramadan, je commence, je suis au bureau, juste à côté. Je suis au bureau à 5h15 du matin. Elle peut témoigner, elle fait la tête. Je finis, je me lève, je mange un peu, je fais ma prière et je pars au bureau à 5h15. Voilà. Et je ne finis pas la journée sans regarder mes mails dans mon lit à 22h. Je regarde mes mails dans mon lit, à la fin. Donc c'est important, sachez bien. Donc, premièrement, pour les people, ce qui est important, c'est la compétence, la performance. D'accord ? Et dernière chose qui est importante dans les gens, c'est la rigueur, c'est la précision. Soyez rigoureux, précis. On ne laisse pas de place aux détails. D'accord ? Tout doit être clair, reporté, rapporté, etc. S'il faut le refaire, etc., je parlais d'écrire. C'est de la rigueur, l'écriture. Il faut écrire, réécrire, relire, pas de faute, etc. C'est important. Ça, c'est une organisation qui fonctionne avec des people. Deuxièmement, une organisation fonctionne, et j'ai cité les 3 détails des people. La seconde chose, une organisation fonctionne avec des process. Si vous n'avez pas de process, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce qu'un process ? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes élèves. Quel est le process pour les réveiller le matin ? Exemple, à l'orphelinat. Il y a un process. Est-ce qu'il y a un process ? Il y a un process le matin qui existe. Est-ce qu'il est documenté, ce process ? Documenté, ça veut dire ? Est-ce qu'il est écrit ? Les procédures. Un process, c'est l'ensemble. Après, procédure, tout est... Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que l'ensemble de ces process sont documentés ? Est-ce qu'il y a des procédures écrites ? Est-ce qu'on sait que les enfants, il y a un papier, je vais être très basique, il y a un papier qui dit réveil à 5h40, brosse à dents à 6h, petit déjeuner à 6h15, sport à 6h35. Est-ce que c'est écrit ? C'est pas si compliqué que ça, un process, mais il faut les documenter. Et surtout, un process et une procédure doivent être normés. Pour être plus simple, on ne peut pas faire monsieur va écrire une procédure éducative, madame va écrire une procédure administrative. Il faut que ça se ressemble, il faut que ça ait le même modèle, le même template. Parce que sinon, si ça n'a pas le même modèle, ça va être compliqué de vous y retrouver. Mais la chance que vous avez aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde digital. Donc vous avez énormément de logiciels qui pourraient vous permettre de documenter des process simples pour vous faire une arborescence. Et je reviendrai sur le digital, sur les outils et sur le digital. Mais voilà, pour moi, il faut des process, et ça ne va pas être compliqué, mais ça doit être uniforme, ça doit être écrit, les process et les procédures, ça doit être écrit, documenté, ça doit être uniforme, ça doit être accessible à tout le monde, et ça doit être en permanence challengé au niveau de toute l'équipe.
Tout le monde doit connaître les process. Monsieur de l'éducation, il doit savoir que l'orphelinat fonctionne à 6h30, ça doit se lever comme ça, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, vraiment, une entreprise, si elle n'a pas de procédure, de process, c'est compliqué. Parce qu'un process, c'est je m'occupe de l'orphelinat. Pour m'occuper de l'orphelinat, en dessous, j'ai 10 procédures, 20 procédures, etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de charpenter, ça permet d'organiser, de structurer le FCR. La troisième chose, je vous ai parlé de politique, d'outils, de moyens, c'est ce que j'appellerais plus communément les tools. Les outils. Alors les outils, qu'est-ce que c'est? Vous avez une chance inouïe. On vit aujourd'hui dans un monde qui est complètement digitalisé. La première chose que je vous recommanderais, bossez uniquement sur du digital au maximum. Bossez au maximum sur du digital. Des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, tout ce qui est moyen digital, des serveurs, etc. Travaillez en mode connecté. Ça vous facilitera la vie, d'accord, à tout point de vue. On est aujourd'hui, depuis déjà plus de 30 ans, on est rentré dans le monde digital et on est aujourd'hui en train de vivre, l'Internet a été une révolution de fou du digital, mais maintenant on est en train de vivre la naissance d'une autre révolution digitale qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va révolutionner encore plus notre façon de travailler, notre façon d'interagir, notre façon de communiquer, notre façon de nous amuser, notre façon de gérer notre santé, ça va tout transformer. On va être encore plus efficace, plus productif grâce à l'intelligence artificielle. Faites aujourd'hui le choix du digital. Dans votre organisation, dans vos outils, si vous n'avez pas une grosse brique digitale, elle est indispensable. Voilà. Je vais faire une pause là pour écouter un peu vos questions, si vous avez des remarques. Il y a beaucoup de choses que vous devez certainement déjà bien faire, mais je voulais vous donner un petit peu déjà mon premier aperçu, c'est définir des valeurs, avoir des organes de gouvernance et avoir people, process, politique avec les outils, les tools, etc. Je m'arrête un petit peu là si vous avez des questions ou des remarques. Après, je voudrais parler de la gouvernance à nouveau. Vous exprimez, monsieur Lidji, notre gratitude pour ce discours inspirant et instructif, plein de sagacité et de leçons. Maintenant, j'invite, chère audience, sans plus tarder, à poser vos questions, parce que c'est une occasion unique pour chacun d'entre nous, afin de partager des idées et vos préoccupations, pourquoi pas, et pour prôner un échange plus fructueux. Merci. J'ai une question à vous poser, M. Hasnen. Vous, qui êtes la personne principale dans votre groupe, quelle méthode vous utilisez de façon que vos collaborateurs, ils ne sentent pas comme on dit en malgache, les tel pour anjo, mais vraiment ils font du cœur, comme quoi que c'est à nous, on est ensemble. Il faut qu'on soit productif, parce que souvent, je donne des ordres, il faut que tu fais ça. Donc c'est par pression. Mais souvent, il y a un système avec des encouragements, ou bien quel système utiliser de façon que les collaborateurs se sentent que c'est à nous. Il faut qu'on fasse des efforts ensemble. Merci, Président. C'est exactement ce que je disais au début. Je parlais d'engagement et de passion. Mais l'engagement... Comment créer cette passion? En définissant la mission. Quand tu définis ta mission, notre mission, c'est d'aider l'intégration des jeunes Malagasy dans la vie citoyenne, dans la vie professionnelle. C'est ça notre mission. On veut changer la destinée. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire dans la vie? Pourquoi je suis ici ce matin? Pourquoi je suis là ce matin? Moi, je suis là, et je le dis du fond de mes tripes, je jeûne aujourd'hui, je suis là parce que je suis toujours épaté et ébahi par votre mission, par la noblesse de votre cause. Mais enfin, aujourd'hui, rendez-vous compte que vous faites la chose la plus noble au monde. Aidez votre prochain. La chose que j'essaie d'apprendre à mes enfants, j'essaie de leur apprendre deux valeurs.
Je dis toujours à mes enfants, retenez toujours 2 valeurs. La valeur de la solidarité et la valeur de l'effort et du travail. Travaillez toujours. Travaillez, travaillez. Mon fils est en accord d'échange aujourd'hui au Maroc. Pendant 6 semaines, on l'a envoyé en accord d'échange. Il a 15 ans, il est jeune. C'est samedi, je lui ai trouvé un stage. Il va travailler de 10h à 15h. Je lui ai fait un stage. Il me dit, papa, c'est Ramadan, machin. Il n'y a pas. On bosse. On est là parce qu'on a une mission. On n'est pas là sur Terre pour être oisif. Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle civilisation, on a toujours porté au plus haut la valeur du travail et de l'effort. Ça, c'est la première. Et deuxième chose, vous travaillez une chose extrêmement importante, c'est la solidarité. Vous êtes en abnégation totale vis-à-vis de populations vulnérables, défavorisées. Enfin, il n'y a pas mieux. Moi, quand je fais les réunions avec ma fondation le vendredi matin, c'est les réunions qui me rendent le plus heureux. Je vous le dis du fond du cœur. Je n'ai pas là à faire le beau devant vous, je m'en fiche. Je vous parle avec le cœur. Et je vous dis, quand moi je travaille à titre personnel au service d'eux, j'ai utilisé ce terme en termes introductifs, au service d'eux, c'est la cause la plus sublime, la plus magistrale qui puisse exister, être au service d'eux. Donc, pour moi, c'est cette mission qu'il faut définir. Vous avez le matériau, la réalité, elle est là. Vous faites des choses qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Écrivez-le, communiquez-le. Il faut le communiquer. Et derrière, travaillez l'engagement. L'engagement se travaille à travers un team building. Faites un team building. Faites un off-site meeting. Retrouvez-vous les uns les autres. Ici. Sortez, allez en PEF, allez à Montachour. Retrouvez-vous 24-48 heures, tous ensemble. Et discutez. C'est quoi notre mission? Aslen avait parlé de mission. C'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Est-ce qu'on sert la société malagasy? Et il faut être factuel. Combien d'enfants sont sortis du FCRA? Combien d'enfants ont été diplômés? Combien d'enfants travaillent dans des grandes entreprises ou dans des organisations? Ou combien d'enfants aujourd'hui qui sont sortis, d'accord, aujourd'hui, eux-mêmes travaillent au sein de l'organisation? Quel impact? Est-ce que vous avez transformé la vie de 10 enfants, de 500 enfants, de 6000 enfants? Il faut mesurer, il faut quantifier. L'humain ne croit qu'aux chiffres. Il faut éveiller les consciences. Les consciences, vous les éveillez avec des chiffres et avec des faits. Partez en team building, asseyez-vous, réfléchissez sur votre mission, réfléchissez sur ce que vous apportez à la société. Réfléchissez aussi à ce que les gens pensent de vous. Demandez à des gens, faites un petit sondage anonyme. Demandez aux gens, demandez aux familles, aux proches ou aux parents, s'il en reste certains des orphelins, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Faites un questionnaire. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Remettez-vous en cause. Ne vous dites pas que ce que vous faites, la façon dont vous faites, votre mission est très noble. Est-ce que vous le faites de la bonne façon? Moi, avec mes regards extérieurs, quand je vois ça, je pense que oui. Mais je ne vous connais pas suffisamment et il y a certainement beaucoup de choses perfectibles. Donc, remettez-vous en question en permanence. Faites un petit sondage. Une fois par an, vous devez faire un sondage qualité auprès de vos étudiants. Auprès des jeunes filles, faites préparer un questionnaire tout simple. Vous le faites sur une tablette, c'est beaucoup plus ludique. D'accord? Est-ce que tu es heureuse ici? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu penses que tu te sens en sécurité? Etc., etc. Il faut faire des sondages. Ce qu'on appelle le voice of customer. Nous, quand on a nos clients qui viennent dans les Telma Shop ici, si vous avez fréquenté des Telma Shop, ce qui est très important, on envoie des clients anonymes, on envoie des clients qui sont diligentés par nous, des clients anonymes, et puis après ils nous rendent compte, ils nous disent « Ah ben j'ai été mal accueilli ». Eh bien, la caissière nous a fait attendre pour notre MVOL 25 minutes, d'accord? On ne m'a pas donné les renseignements sur la tablette, le client anonyme, le voice of customer, la voix du customer. Jeff Bezos, l'une des plus grandes entreprises du monde. Quelle est l'une des plus grandes entreprises du monde? C'est Amazon. Vous êtes tous allés sur Amazon, d'accord? Amazon, une des plus grandes entreprises du monde. Lui, pourquoi il a réussi? Parce qu'il a sans cesse, tout le temps, si vous avez commandé chez Amazon, moi je commandais des films chez Amazon il y a 15-20 ans.
Quand je ne recevais pas mon colis à l'heure, il me disait tu vas le recevoir entre 8 à 11 jours. Parfois je ne le recevais pas au bout de 20 jours, soit c'était bloqué à la douane ici, whatever. Je vous promets, j'allais sur le site, je leur disais je n'ai pas reçu mon colis. Qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, il me renvoyait ma commande. L'attention qu'il apportait à son client. Vous allez dire, mais il est bête, il a perdu 2 fois ses films. Oui, il les a perdus, mais moi, il m'a rendu heureux. Et moi, j'étais gêné parce que je recevais le pli de la douane qui était débloqué, puis je recevais une deuxième fois la commande. Moi, j'étais un client satisfait, j'étais heureux, mais j'étais même gêné. La voix du client est très importante. Quand Jeff Bezos il fait une réunion dans sa pièce, il laisse toujours une chaise vide. Et il dit, ça c'est la voix du client. N'oubliez pas qu'on est au service de cette chaise vide, qui est notre client. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que vos clients à vous, c'est les enfants, c'est les orphelins, c'est les étudiants, c'est les gens que vous formez à l'info pro, etc. Testez-les. Vos clients, c'est les parents, c'est les relatives. Testez-les. Posez la question à l'administration. On travaille avec l'administration. Je vois qu'on travaille avec l'administration. Posez la question à l'administration. Voilà, nous sommes le centre FCRA. Voilà notre mission. Vous aurez défini votre mission, vous aurez formalisé. D'accord? Vous posez la question derrière à ces gens en disant Madame le ministre, Monsieur le secrétaire général des ministères avec lesquels vous travaillez, voilà notre mission. Comment peut-on faire mieux? Nourrissez-vous des échanges des uns et des autres. Ce que j'ai adoré dans cette vidéo, d'accord, c'est que vous n'êtes pas une organisation dans votre coin, vous êtes une organisation qui est interconnectée avec l'écosystème. Et ça, un grand bravo. Un grand bravo. J'ai vu le nonce apostolique, j'ai vu l'ambassadeur, Madame le ministre, le Père Pedro. Nous sommes là au service de l'humanité, avec un grand H. Quel qu'il soit, de l'origine qu'il soit, de la confession qu'il soit, de la couleur qu'il soit. Vous avez vos convictions, vous avez vos valeurs religieuses, respectez-les, aucun problème. Mais vous êtes interconnectés et travaillez avec tout cet écosystème. Donc, questionnez, allez voir l'administration, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment peut-on vous aider? Ça ne veut pas dire que vous pourrez tout faire, mais nous on le fait régulièrement, on va voir l'administration, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment je peux vous aider? Souvent quand je vais voir des gens, je demande comment on peut travailler ensemble, comment puis-je vous aider? C'est important d'aider les gens. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de voir aussi quels sont leurs programmes, leurs projets ou leurs remarques. Quelles sont vos remarques? Comment peut-on faire mieux? Comment peut-on travailler mieux ensemble? Ce qu'on fait, quelle est votre perception? Ça revient à la voix du client, premièrement. Deuxièmement, ça revient à créer les liens, les relations et écouter. Et je reviendrai encore à la gouvernance. Troisième chose qui est importante pour créer, donc, moi je vous invite à faire un team building pour définir votre mission, voir vos valeurs. Derrière, en même temps dans ce team building, écoutez des chiffres. Qu'est-ce qu'on a impacté? L'impact, n'oubliez pas ce mot, l'impact. Moi je le répète tout le temps. Je dis toujours à mes équipes, n'oubliez pas une chose, oui vous vendez des puces Telma, oui vous vendez des comptes Mvoul, oui, mais n'oubliez pas l'impact que vous créez dans la société. Allez sur le site actiongroup.com. Vous allez sur le site de ma société, vous voyez tous les ans, on mesure notre impact dans la société, pas seulement malagasy, mais sénégalaise, etc. Et on publie un rapport. Combien d'emplois on a créés? Combien de taxes nous avons payées? Combien d'émissions de carbone nous avons évitées? Mesurez votre impact. Chaque année, faites-le. Et faites-le, au début, faites-le vous, mais nous, on le fait avec un organisme indépendant. Parce que quand on mesure l'impact et quand on met à l'équipe de direction, voilà pourquoi nous sommes réunis. Il y a la valeur fonctionnelle, le voul, on travaille tous. On veut du voul, on veut un salaire, c'est le telpoulouang. Mais en plus de ça, on est là pour bien plus. On est là pour une valeur bien plus supérieure. C'est ça qui est important. Et ça, si on ne le montre pas, si on ne le mesure pas, on ne créera pas cet enthousiasme, cet engouement. Quand les gens savent, et moi j'ai vu ce changement, il y a 10 ans, la fondation Action était avant la fondation Telma, elle existe depuis 15 ans. On faisait notre petit bonhomme de chemin, mais après on a commencé à mesurer combien d'enfants on a scolarisés, combien d'enfants on a réinsérés professionnellement. On a un peu plus de 165 écoles, je crois, aujourd'hui. Ça fait plus de 600 salles de classe.
Combien d'enfants on a scolarisés? Combien d'enfants on a réinsérés, etc. Et après, on l'a mesuré et on l'a communiqué dans l'organisation, dans la société, dans le groupe. Et quand vous communiquez, les gens se posent des questions. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la seconde fois, mais ils vont se dire « Waouh, je ne suis pas seulement là pour un boulot, parce que je cherchais un boulot. Je suis là pour une cause beaucoup plus grande et beaucoup plus noble. Je suis là pour un programme beaucoup plus important. » Et ça, c'est important. Mesurez votre impact et publiez-le. Vous devez avoir un rapport d'impact, même simple. Ne faites pas compliqué, mais faites un rapport d'impact. Combien d'arbres on a plantés dans nos associations? Combien de plants de vanille on a plantés? Combien d'heures de formation on a faites? Voilà, ça c'est important. Je reviendrai sur le financier. Moi, pourquoi je suis ici? Parce que je suis impressionné par ce travail, mais parce que le président m'a attiré, m'a fait savoir ce qu'il faisait. Régulièrement, il me communique. Et toujours, ça suscite mon engouement, ma curiosité. Donc, pour moi, il faut créer des cercles d'influence autour de vous. Mais vous créez des cercles d'influence si vous êtes un modèle de gouvernance, si vous êtes un modèle de respectabilité, si vous êtes un modèle citoyen. Et ça viendra avec la gouvernance. Alors la gouvernance, qu'est-ce que c'est? Pour moi, ce qu'il vous faut absolument, il vous faut plusieurs organes. Premièrement, il vous faut un conseil d'administration. Il faut définir un conseil d'administration ou un comité de surveillance, et il vous faut un conseil d'administration, comme une entreprise. Mettez en place un conseil d'administration avec un président, d'accord, avec des membres du conseil d'administration. Les membres doivent être indépendants de la gestion, doivent être indépendants du FCRA. Moi, je ferai un conseil d'administration où j'inviterai des membres, 1 ou 2 membres de la société civile, 1 ou 2 membres de l'administration, 1 ou 2 membres du monde religieux, d'accord, 1 ou 2 membres du monde économique. Et dans les postes du conseil d'administration, quand vous définissez votre conseil, ne me définissez pas des noms. Ce n'est pas M. Chamir qui est membre du conseil d'administration, c'est M. le représentant de l'association Intel. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si on représente quelqu'un de l'administration, on veut le ministère ou le secrétaire général du ministère de l'enseignement. Si on invite quelqu'un du monde économique, on veut le président du GEM, du groupement des entreprises. Vous voyez? Fédérez autour de vous tous les talents, les compétences. Qui vous dira non? Franchement, si quelqu'un vous dit non d'assister à un conseil d'administration pour une noble cause comme ça, c'est qu'il ne méritait pas d'être dans ce conseil d'administration. C'est tout. Mais invitez, structurez un conseil d'administration avec des indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils auront un regard extérieur et indépendant. Ils vous diront les choses telles qu'elles sont. Ça vous fera mal parfois. On vous dira dans un conseil d'administration « Ah, la pièce, elle est sale ». Ce n'est pas le cas, hein, c'est un exemple. Mais on dira « Tiens, la pièce, elle est sale, là, c'est sale ». Ça vous fera mal. Mais au moins, il le dira parce qu'il est extérieur. Il faut que vous acceptiez la critique. Remettez-vous en question. Donc, premièrement, il vous faut un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, il doit avoir 3 sous-conseils, ce qu'on appelle les comités du board. Le conseil d'administration en anglais, c'est un board of directors. En anglais, c'est le board des directeurs. Il y a 3 sous-comités du board. Il y a un premier comité, c'est le comité stratégique. Lui, il suit l'avancée de la stratégie qu'on avait définie. Le comité stratégique et d'investissement. Il suit aussi les investissements. Je reviendrai après sur les ressources, ne t'inquiète pas. Deuxièmement, il vous faut un comité d'audit. Il faut que vous ayez un audit qui soit fait. Moi, je veux auditer ce qui se passe à l'orphelinat, indépendamment de vous. L'audit ne doit pas être fait par le directeur de l'orphelinat, ça doit être quelqu'un d'indépendant. Il vous faut un comité d'audit et des risques. Donc, comité stratégique et comité d'audit et des risques. Le comité d'audit et des risques, il va faire un audit. Est-ce que les enfants sont bien traités? Est-ce que la nourriture est clean? Est-ce que l'éducation est de qualité? Est-ce que l'éducation religieuse, d'accord, est bien faite? D'accord? Est-ce que le comité d'audit et des risques définira est-ce que vos normes de sécurité sont respectées? Est-ce qu'il y a des extincteurs? Est-ce qu'on va prendre ce qu'on appelle, on va faire du risk management. On va gérer les risques. Le risque au niveau des bâtiments, le risque des sécurités des biens et des personnes, le risque
au niveau financier. Est-ce que vous êtes suffisamment financé? Est-ce que vous êtes viable? Le risque en termes de qualité de l'éducation. Est-ce que demain, vous n'allez pas être taxé d'organisation ceci ou cela? Le comité d'audit et des risques gère, audite et définit la matrice des risques, c'est-à-dire quels risques peuvent vous toucher, et suit, en fonction de ces risques, si ces risques vous les avez évités ou pas, annuellement, trimestriellement. Et la troisième chose, c'est le comité de nomination et de rémunération. Ce comité-là, il gère les RH. C'est un comité qui va dire, tiens, notre masse salariale, elle est de temps. Tiens, on a tant d'hommes et de femmes. Est-ce qu'on a l'égalité des genres? Est-ce qu'on a autant de femmes que d'hommes? Moi, je dis toujours, que ce soit à Madagascar ou en Afrique, dans mes organisations, je pousse la féminisation. Pardon, messieurs. Et ce qui sauvera le monde, et ce qui sauvera l'Afrique, c'est les femmes. Ce n'est pas nous les hommes. Et je le dis très sincèrement. Parce qu'en termes d'engagement, de loyauté, en termes de valeur, les femmes, pardon, mais elles font quelque chose que nous, on ne fait pas. Et donc pour moi, si aujourd'hui on a un futur, c'est que nos organisations, elles doivent être le plus féminisées. Et je le pense sincèrement. Moi, je suis régulièrement le taux de féminisation dans nos organisations. Et c'est pas pour faire joli, c'est pas pour communiquer, je m'en fous. Ce qui m'importe, d'accord, c'est que je sois une organisation efficace. Donc, le comité de nomination et de rémunération, lui, il va suivre, est-ce qu'on est l'égalité des genres? Il va suivre, est-ce qu'on fait les bonnes formations? Il va suivre, est-ce qu'on paie bien nos gens? Est-ce qu'on est au bon niveau de rémunération? Est-ce que telle directrice, etc. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un job grading? Est-ce que vous avez un job grading? Qu'est-ce que c'est le job grading? La classification de... Est-ce que vous avez du HC1, HC6, hors catégorie, les agents de maîtrise, les ouvriers, etc. Est-ce que vous avez une classification? Il vous faut une classification dans les RH. Il vous faut une classification de vos salaires, de votre organisation. Donc le comité de nomination et de rémunération, il va s'assurer qu'on a bien la nomination d'un tel. Il va s'assurer du plan de succession. Si le président dit qu'il veut partir en retraite, il faut qu'on ait un plan de succession prêt. Si le DG il dit qu'il veut partir en retraite ou qu'il veut faire un autre job, c'est normal, ça arrive dans toutes les organisations. Il faut qu'il y ait un plan de succession. Tout ça, c'est suivi. La classification, les plans de succession, les plans de formation, les plans d'égalité des gens, c'est suivi par le comité de nomination et de rémunération. Ça, c'est 3 sous-comités. Comité d'audit et des risques, comité stratégique et investissement, comité de nomination et rémunération. C'est 3 comités qui dépendent du conseil d'administration. Et eux, ils rendent compte, ils décident de rien. Eux, ils vont dans l'organisation, ils suivent, ils font leur rapport et ils rendent compte au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est le seul qui décide. Je vous ai défini 4 comités. 3 comités et un conseil d'administration. Après, et je reviendrai à ton point, moi je vous conseille aussi d'avoir un advisory board. Des Raymond James, des sages, des conseillers. Vous devez peut-être l'avoir déjà, mais il faudrait un advisory board. Ces gens-là, ils ne vont pas se fatiguer à écouter les rapports, parce que quand vous allez dans un conseil d'administration, c'est fatigant, ça prend énormément de temps. Un conseil d'administration, c'est on va écouter le rapport du commissaire aux comptes sur la partie financière, on va écouter le rapport de la commission du comité nomination et rémunération, on va écouter le rapport du comité des risques, etc. Et les gens, ils n'ont ni le temps, etc. Malheureusement, c'est normal. Par contre, parce qu'un administrateur d'un conseil d'administration, généralement, mais pas dans votre cas, est rémunéré. Hein. Par contre, un advisory board, ça c'est des gens, c'est des conseillers, c'est des sages, c'est des gens qui viennent et qui disent, vous savez quoi, c'est bien ce que vous faites, mais ils vous susurrent des conseils, vous répondent à des questions. Vous devriez avoir un advisory board. Mais ne vous précipitez pas à mettre en place le conseil et l'advisory board. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver les personnes qui ont le cœur à la bonne place, qui veulent faire vraiment les choses pour les bonnes raisons. C'est ça, avoir le cœur à la bonne place. Créer de l'impact, il faut des gens qui ont le cœur à la bonne place. Faire du changement, to make a change, il faut avoir le cœur à la bonne place. Voilà un petit peu les organes de gouvernance.
quand vous créerez ces organes de gouvernance, vous serez une organisation unique, vous serez une organisation respectable. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais respectable, responsable et modèle et citoyenne. C'est ce que vous devez être. Parce que vous montrerez à la société que voilà ce qu'on fait, vous le communiquerez, et en plus de ça, tous vos comptes seront clairs, tout ce que vous faites sera audité et tous les risques seront mesurés. Moi, je ne peux pas être membre d'un conseil d'administration où il n'y a pas de comité d'audit et de risque. Quand on m'invite dans des conseils, moi, la première chose que je demande, je voudrais voir où en sommes-nous sur l'audit et le risque, pour être sûr que cette organisation, de façon indépendante, elle est aux normes, elle est respectable, parce que sinon, je ne veux pas que mon nom soit associé. Et personne ne voudra que son nom soit associé à une organisation qui ne répond pas à ces critères. Mais quand vous aurez ces gens-là, quand vous aurez ce conseil d'administration, et vous aurez des gens qui seront connectés, eux vous apporteront des idées. Eux vous apporteront des idées pour dire, tiens, on va contacter un tel pour vous, pour vos ressources. Je vais vous prendre un exemple qui s'est passé cette semaine. On a eu le conseil d'administration de Telma. Le conseil d'administration de Telma appartient à 80% au groupe Action et à 20% à l'État malagasy. Donc il y a des administrateurs de Action, puis il y a des administrateurs indépendants. On doit inviter des indépendants et on a des membres du gouvernement malagasy. Et on a une administratrice indépendante qui s'appelle Madame Elia Ravel-Manansou. Ça s'est passé mardi. Elle travaille à la commune urbaine d'Antananarive. Et Elia, pour moi, est une dame, Elia Ravel-Manansou, qui s'engage, elle n'a pas besoin d'argent. Elle s'engage pour changer le devenir de ses concitoyens. Elle travaille à la commune de façon bonne, bénévole. Elle aide à créer des bibliothèques. Elle crée des bibliothèques dans tout Tana. Et elle se bagarre pour... Donc certainement, vous suivez le projet de Elia de la commune urbaine. Elle se bagarre partout pour essayer de trouver les petits locaux de la commune et puis pour trouver des sous pour faire des petites bibliothèques pour donner de l'accès au savoir aux jeunes malagasy. Elle était assise, on était au conseil. Elle était à mon conseil mardi, parce qu'elle est membre de ce conseil, on discutait, et on parlait de son projet de bibliothèque, et je lui ai dit, tiens, elle me dit, j'ai besoin de livres. Tiens, je connais quelqu'un en France, je vais lui demander, d'accord, qui travaille dans le groupe Vivendi, je vais lui demander s'il peut me donner des livres usagés ou des livres qui vont détruire, s'ils peuvent nous les envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez ces cercles, quand vous êtes une entreprise, une organisation, respectable, citoyenne, responsable, vous donnez envie aux gens, et quand vous mesurez votre impact et vous communiquez votre impact, vous donnez envie aux gens de venir à votre conseil. Vous êtes une référence. Et les gens viennent avec le cœur à la bonne place et ont envie de vous aider. Moi, quand le président vient me voir, j'ai envie de l'aider. Parce qu'il me communique avec son envie, sa passion, son engagement. C'est ça qu'il faut que vous ayez. Et quand vous êtes une organisation modèle, les gens ont envie de vous aider. Les gens de l'advisory board vous aideront. Et eux, le conseil d'administration, il va mesurer sa politique, son budget, et il verra le trou qu'il a. Vous n'avez pas de rentrée d'argent. Vous avez un déficit. Vous, le 1er janvier de l'année, vous êtes en déficit d'abord. À la différence d'une entreprise, vous commencez le 1er janvier, vous êtes en déficit. Et vous devez vous dire comment je paie mes salaires, comment je paie mon machin, etc. Mais ça, demain, vous devez aller demander de l'aide à la fondation Rockefeller, à la fondation Gates, à la fondation malaisienne ou en Indonésie de ceci et de cela. Ces gens-là vous aideront. Nous, aujourd'hui, on a été aidés par des gouvernements, par des indépendants, parce que la fondation Action, on a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, est-ce qu'on peut vous aider à construire une école? J'ai dit, mais je ne cherche pas d'argent. La fondation Action, je ne cherchais pas d'argent. Ils m'ont demandé, s'il te plaît, des individuels, $20 000, s'il te plaît, Asnen, construis une école pour nous. Moi, je me suis dit, mais parce que tu veux ton nom sur l'école? Pas du tout. Il me dit, on ne veut rien. Fais-moi une école, s'il te plaît, là, là-bas, là. Enfin, j'ai dit, exceptionnellement, je le fais. Je ne cherche pas d'argent. Mais pourquoi? Parce que vous allez sur fondationaction.com et vous avez mon rapport. J'édite mon rapport où je dis ce que je fais, l'impact que je crée. Et là, les gens se disent, moi, j'ai envie d'aider à créer l'impact de scolariser des jeunes malagasy. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Créer l'envie des gens de vous aider. Vous créerez l'envie quand vous communiquerez de la bonne façon,
d'accord, quand vous gérerez de la bonne façon, quand vous serez auditable par des indépendants, quand vous aurez les bons cabinets d'audit qui auditent vos comptes, que la ressource, votre source of funding est claire, que l'argent est clair, que vous dépensez clairement, que vous gérez vos risques clairement, là les gens auront envie. C'est un processus, c'est pas insurmontable. Ce que je suis en train de vous expliquer, je pense qu'une organisation comme vous, dans 2 à 3 ans, vous pouvez y être très facilement. C'est un chemin. Vous faites votre team building, vous avez les bonnes personnes, vous êtes accompagné, vous pouvez y arriver. Je ne suis pas inquiet du tout. Pourquoi je ne suis pas inquiet? Parce que vous avez déjà fait énormément. Vous avez déjà fait énormément. Regardez votre réalité. Si encore on était là en train de se dire bon, on va faire ça, regardez à côté de vous et en dessous de vous, regardez en Dakana. Enfin, ce serait fou ceux qui n'ouvrent pas les yeux en voyant ce que vous avez déjà accompli. Vous avez fait le plus dur. Vous avez réalisé le plus dur, la montagne, vous l'avez déjà gravie. Maintenant, il faut juste ajuster. Il faut ajuster le tir, rectifier. Et pour moi, il vous faut surtout assurer votre pérennité financière. Parce qu'il faut que vous soyez financé au fur et à mesure. Moi, je ne vous financerai pas si vous n'êtes pas une organisation respectable, transparente, claire. C'est pas compliqué, vous y êtes. La réalité est vraie. Il faut que votre narratif, il faut que vos structures de gouvernance soient définies. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Après, j'aimerais aborder un autre volet encore. Si tu me permets de ne pas faire la prière à l'heure et de dépasser un peu. On doit atteindre il nous reste 25 à midi 5, non? Il nous reste 15 minutes. Des questions? Oui. La façon de communication, surtout, est-ce que vous pouvez être un peu précis? Genre, comment vraiment bien communiquer? C'est un bon point. Ça, c'est un très bon point. La façon de bien communiquer, déjà quand on fait de la communication, elle doit être simple, elle doit être très simple, elle ne doit pas être très lourde. La communication, elle doit être efficace et percutante. Elle doit faire mal, elle doit toucher, la communication. Elle doit toucher. Et puis la communication, elle doit être vraie. Ne mentez jamais, n'inventez jamais. Dites les choses telles qu'elles sont. Moi, je communique sur mes problèmes. On a eu des coupures de câbles sous-marins la semaine dernière. On a communiqué, l'Internet ne fonctionnait pas bien. C'est pas moi qui suis allé au large de la Côte d'Ivoire pour couper 4 câbles sous-marins en même temps. J'ai communiqué. Vous regardez sur le site, j'ai dit, chers clients, vous constatez un net ralentissement de votre débit. Nous avons eu un incident technique. Je communique. Il faut être vrai. Il faut être sain. Il faut être percutant. Il faut être vrai dans sa communication. Après, la communication, de plus en plus, c'est la chance qu'on a. À Madagascar et en Afrique, la communication digitale est encore pas chère. Faites beaucoup de digital. Faites beaucoup de digital. Ça, c'est important. D'accord ? Faites du digital. Faites du témoignage. J'ai parlé du Voice of Customer. On dit nous du bien de nous, de notre organisation, mais il faut aussi que d'autres gens disent du bien de nous. Donc il faut avoir à la fois une communication directe, une communication indirecte, une communication institutionnelle. Ce que fait le président quand c'est le début du Ramadan, il communique sur les valeurs, sur la mission. Quand c'est des jours de deuil, parce que c'est les valeurs de l'association ont aussi une valeur religieuse, il dit voilà, moi je communique. Quand il rencontre le dialogue interconfessionnel, moi le pape, à chaque début de Ramadan, je suis consul du sultanat d'Oman, je suis consul honoraire du sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman est un pays musulman. Le pape m'envoie un message de félicitations pour le Ramadan. Mais est-ce que c'est pas beau? Qu'est-ce qu'il en a? Fiche le pape, il a une telle charge de travail, mais dans sa gouvernance, dans son process, il a défini que pour le dialogue interreligieux, j'envoie un message de félicitations aux responsables religieux, entre guillemets diplomatiques, du monde musulman. Il doit y en avoir 500, je ne sais pas moi, 1000 consuls.
dans le monde. Nous aussi, on l'a reçu. Vous le recevez. Donc vous voyez, mais ça c'est de la communication. Quand vous recevez ça, vous vous dites, waouh, ça touche. Donc il y a différents canaux de communication. Ça c'est de la communication institutionnelle. Quand vous faites une inauguration, vous faites un communiqué de presse. Mais communiquez au maximum. Communiquez sur vos accomplissements. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que vous avez réalisé, vous avez eu 50 élèves qui ont eu une mention assez bien, ou 10 élèves une mention bien? Faites une communication. La communication est importante sur la forme et sur le fond. Votre forme est importante. La forme est très importante. Par exemple, je vais me permettre, et ne m'en voulez pas, je ne sais peut-être la personne qui l'a créé dans cette salle, j'aime pas votre logo. Pardon, ne m'en voulez pas, j'aime pas votre logo, je parle avec le cœur, je jeûne, je vais pas mentir. Peut-être qu'il faudrait revoir votre charte graphique. Quand vous faites une présentation, pourquoi on dépasse des dizaines de millions, des centaines de millions sur notre com? Parce que le client, quand il voit la couleur jaune et vert, il s'en souviendra. Quand il allumera le téléphone Telma, il y aura la petite musique du téléphone du Fouza Telma, il sera heureux. Vous comprenez? Mais c'est important, toutes ces petites choses. C'est important, on vit dans un monde d'images. Pourquoi il y a aujourd'hui une caméra? Pourquoi il y a des appareils photo? Pourquoi vous m'avez passé un film? Passez de la com. Le fond, soyez vrai, soyez percutant, soyez simple. La forme, soyez beau aussi. Retravaillez peut-être votre charte graphique, c'est mon avis, c'est très personnel. La communication, le truc, tout ça, c'est personnel. Donc là, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vous en prie. Merci. Comment vous faites dans votre entreprise pour soigner donc l'environnement de motivation de vos employés, vu que l'engagement que vous avez parlé là peut se baser sur la motivation aussi des collaborateurs? Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Nous, on écoute beaucoup, on discute beaucoup. Dans une organisation, je dis qu'il y a 3 tiers. Il y a 3 tiers dans une organisation. Le premier tiers, c'est le socle, c'est ce que j'appelle les Top Gun. Vous avez vu ce film Top Gun avec Tom Cruise, d'accord, le pilote de chasse de l'aviation américaine, où il réussit toutes les missions, il gagne toujours, c'est lui qui gagne à la fin. C'est ce que j'appelle les Top Gun, les champions. Dans une organisation, j'en suis sûr qu'il y en a plein autour de cette table, le premier groupe, c'est les Top Gun. Eux, bien sûr, vous communiquez, mais vous êtes en telle symbiose, en confiance, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on fait ça, ok, t'es d'accord? On règle ça comme ça, ok, c'est bon. C'est un WhatsApp, c'est 3 calls. Vous savez que vous pouvez compter dessus. C'est le solide, le socle, les Top Gun. Le deuxième tiers, c'est les gens, moi ce que j'appelle, c'est les gens qui ont besoin d'être remotivés, d'être un peu reboostés. C'est des gens qu'il faut voir semestriellement, faire un petit bilan. Moi je fais des bilans avec mes équipes. D'accord, il faut faire un petit bilan en disant écoute, écoute, ça va pas très bien. Il faut se dire les choses. Encore une fois, ça revient de la communication. Soyez toujours vrais, transparents entre vous, dites-vous tout. Ne vous cachez rien. Je vous aime pas parce que vous m'avez mangé mon gâteau hier, je vous le dirai. Joël, tu as mangé mon gâteau hier, tu m'as énervé. Au moins c'est dit. Ne gardez pas de crotte sur le cœur. Soyez francs. Donc le deuxième tiers, c'est les gens, on discute avec eux, le N+1, le hiérarchique, discute avec et dit écoute, tu sais quoi, ça t'as pas bien fait, ça je suis pas à l'aise. Je t'ai déjà dit 10 fois, le rapport tu me l'envoies samedi à 10h. D'accord, tu ne me l'envoies pas samedi à 10h. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit. Donc, mais on sait qu'il a la compétence, on sait qu'il a la performance. Donc on s'ajuste, on discute un petit peu, on passe un petit peu de temps ensemble, on discute et puis on dit. Et généralement, avec cette remotivation, ce recadrage, ce réalignement, ça marche. Ça, c'est le deuxième tiers. Et puis le troisième tiers, moi j'appelle, c'est les causes perdues. Faut le dire, c'est les causes perdues. C'est que le gars, tu sais très bien que tu lui as fait 50 recadrages et 50 réalignements, c'est qu'il partage, à la finale, il ne partage pas ta vision, il s'en fout de l'impact que tu crées, il s'en fout, il estime qu'il est mal payé, il estime qu'il en a rien à foutre de ce que tu fais pour les enfants, il estime que c'est con, qu'il n'est pas fier, ou il n'est pas bon, il est paresseux, il est fatigué, il n'a pas envie, il y en a des gens comme ça. C'est comme ça, Dieu a fait une diversité, j'ai 5 doigts de la main, ils sont différents. Donc voilà.
Lui, tu sais que c'est la cause perdue, mais il était dans le second tiers, tu as essayé de le recadrer, Bon ben lui, il faut trouver une solution avec lui et lui dire, bon ben écoute, on se sépare bons amis, on se serre la main, puis on va arrêter le 31 décembre ou le 30 juin, j'ai pas envie de te mettre dans la difficulté, puis on s'arrête. Mais il faut avoir le courage de se dire ces choses-là. Il faut toujours avoir le courage de communiquer, de dire la vérité. C'est dur parfois. Parfois, il va être très gentil avec moi, il va m'accueillir, il va me dire « Aslen, t'es le plus sympa, t'es le plus beau ». Mais peut-être que son travail n'est pas bon. Ben, si je suis là, je lui dirais ben, « Écoute, tu sais quoi, DG, ça ne le fait pas. Ça va être dur pour moi de le dire. » C'est un exemple, pardon. Ça va être dur pour moi de le dire, mais je lui dirai. Donc, ayez du courage de communiquer de façon honnête et transparente. Et ça, c'est important. Et deuxième chose, par rapport aux ressources humaines, définissez une scorecard. Dans la gouvernance, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez un budget. Il faut définir une scorecard. Tout le monde doit avoir une scorecard. C'est quoi les scorecards? C'est mes objectifs de l'année. Définissez une scorecard, 10 critères. Et on doit noter cette scorecard. Le N+1 doit noter la scorecard. Votre supérieur hiérarchique doit vous noter 2 fois par an. Et la deuxième notation, il vous donne les objectifs de l'année suivante. Semestriellement, c'est janvier, je vous donne les objectifs pour l'année, et en même temps, janvier, je vous donne votre note pour l'année dernière et pour le second semestre de l'année dernière. Faites une scorecard sous Excel. C'est pas compliqué, vous avez fait un fichier Excel, faites un petit tableau tout bête, vous mettez 10 critères, si vous avez besoin de mettre de sous-critères, et vous notez sur 100. Une scorecard, vous la faites sur 100. Juste une dernière question. Ma question est axée surtout sur la pérennisation des activités du centre. N'est-il pas possible dès maintenant d'imaginer à l'autofinancement du centre? Peut-être. Peut-être si vous y arrivez, bravo. Qui conseillez-vous? Parce que c'est ça, vous commencez à le préparer, vous plantez des plants de vanille, vous plantez des choses comme ça. Pour moi, au vu de ce que vous faites, l'agriculture est un véritable... l'agriculture est un ciment de la société malagasy, qui malheureusement est délaissé. Si vous faites des projets agricoles, moi je vous donne 4-5 idées. D'accord? Première idée, ce que vous pouvez faire en termes d'agriculture. Vous avez des terrains, vous demandez au ministère des terrains, d'accord, en gestion, d'accord, et vous plantez des fruits, des légumes. Ça va vous rapporter un peu, ça va vous amener un peu d'autosuffisance sur vos... C'est une petite chose, d'accord. Sauf si vous pouvez le faire de façon plus grande, tant mieux. C'est pas simple, d'accord, mais c'est un truc intéressant. Deuxièmement, vous avez des jeunes filles. Vous avez InfoPro, d'accord. Ces jeunes filles, elles peuvent faire de l'artisanat. Est-ce qu'il n'y a pas une filière artisanat dans InfoPro? Mettez en valeur le travail de ces jeunes filles orphelines pour faire des sacs en raffia. Et puis dans votre advisory board, vous faites venir une styliste malagasy. Il y a plein de stylistes malagasy de talent, des Sandra Rose, des filles comme ça. Vous les faites venir, vous leur dites, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un design d'un sac qui va être fait par nos jeunes orphelines? Et puis après, sur le digital, vous vendez. Combien d'associations qui montrent, qui créent de l'impact, réussissent? Vendez du chocolat confectionné. Allez voir les fabriques de chocolat ici. On va faire le chocolat, d'accord, de l'éducation. Je ne sais pas, je dis une idée comme ça. Vous allez voir les gens qui font du chocolat. Est-ce que tu peux nous faire une édition de 1 tonne de chocolat? Tu nous le donnes, on va y apporter nos valeurs, on va le commercialiser. On va faire le mois de la solidarité. Acheter notre chocolat pour financer ça. C'est compliqué ce que je dis? Non. Ça revient de la communication. J'étais dans un supermarché aux États-Unis à Boston. J'avais été invité à Harvard pour faire une conférence il y a 1 mois. J'ai fini ma conférence, je suis allé dans un petit supermarché, pas supermarché, mais une petite épicerie, à Boston. D'accord? J'avais froid. Je voulais acheter un café. Je suis rentré dans la petite épicerie, je vois des tablettes de chocolat. Je fais une tablette, il y avait une grande carte d'Afrique. Moi, je suis africain. Je suis fier de mon Afrique. Je fais une grande carte d'Afrique tout de suite. Tu vois, de la com, la forme. Je prends et puis c'était un fond un peu violacé. Je prends la tablette, je la prends, je regarde, l'Afrique. Vous savez quoi? C'était une tablette qui venait de Madagascar.
Putain, j'étais fier. Vous vous rendez compte? La communication. Vos chocolats de la solidarité, vous pouvez les vendre aux États-Unis, je vous dis, moi. Et elle ne valait pas 50 arrières la tablette. Hein. Elle valait $10 la tablette. Vous vous rendez compte? Mais parce que vous dites vrai. Parce que vous avez la matière, vous avez déjà fait, vous êtes en train de faire l'intégration sociale, vous êtes en train d'aider les orphelins, vous faites de l'éducation. Mais bon sang de bon sang, vous le faites déjà tout ça. Si encore j'allais vous dire, mais il faut recréer ça, vous le faites. Tiens, on veut faire la caravane de l'iftar. Étant conscient de les valeurs du Ramadan, on fait la caravane de l'iftar. C'est ce qu'on fait aux Comores. Aux Comores, dans tous les villages des grandes Comores, enfin des 3 îles, d'accord, on a une société là-bas, on fait un iftar pour les défavorisés tous les soirs dans chaque petit village et chaque petite ville des Comores. Un soir, il y a notre chapitre Telma, on est content, c'est la marque Telma qui est communiquée, puis voilà. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'il y a des idées que je dis qui ne marcheront pas, mais faire un peu d'artisanat, faire du co-branding, ce que j'explique sur le chocolat, c'est co-branding. Et je suis sûr qu'il connaît des gens qui peuvent lui offrir une tonne de chocolat par an gratuit. Il les connaît et je les connais. Tu sais très bien à qui tu vas demander, il va te le faire. C'est une idée. Il a 50 000 ambassadeurs autour de lui. 50 000... Non, et c'est vrai. Je suis prêt à le faire moi avec toi. On liste, tiens, on va demander à un tel à ça, on va demander à un tel ça, et puis on va le packager. Moi, je te le fais, je t'aide. On va t'aider. Michel et moi, on va t'aider. Si ça te va, on va faire une autre réunion spécifiquement sur vos ressources, d'accord? Je vois que Chamir, tu es aussi touché par ça. On va voir des gens qu'on connaît dans notre réseau qui pourraient faire. Est-ce qu'un tel pourrait faire un truc? On va essayer de trouver des idées, on va essayer de phosphorer. Il y a de l'artisanat, il y a du textile, il y a du machin. Tiens, faites-nous, on va faire avec machin, pour la rentrée des classes, des tabliers d'école qu'on va vendre, les tabliers de la solidarité. Les gens ont besoin, aujourd'hui on vit dans une société qui est tellement touchée par tant de... Regardez, vous ouvrez les nouvelles, et 40 morts à Moscou, et tant de morts à Gaza, et tant de morts là, et tant de morts ci, d'accord? C'est triste, quel qu'il soit, c'est un humain. Quel qu'il soit. Donc les gens ont besoin de se retrouver. On se retrouve autour de valeurs qui nous rassurent de solidarité, parce qu'on se retrouve entre nous. Et quand on contribue à quelque chose, qui qu'on soit, quelles que soient nos ressources, si ce n'est pas une fleur, offre-moi un pétale de fleur. Donc ça, c'est important pour vos ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Faites des choses. Peut-être vendez de la formation quand vous aurez de la compétence. Vendez de la formation. Nous, on serait prêt à acheter de la formation. On a accès à l'université, on achète des formations. Peut-être qu'il y a des experts chez vous qui pourraient venir nous faire, qui voudraient nous vendre de la formation sur de l'éveil psychologique, de l'éveil civique. Peut-être, peut-être pas. Donc, vendez de la formation. Si vous avez des profs, vous avez du savoir-faire. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous avez à vendre votre mission, vos valeurs, votre savoir-faire et de l'enseignement. S'il est bon. Peut-être qu'il n'est pas bon, mais s'il est bon. Je vois qu'il y a cours de madrasa. Mais je suis sûr qu'il y a plein de parents qui voudraient que leurs enfants apprennent de l'arabe. Faites des cours d'arabe. Mais faites-le bien. Pas à peu près pas. Tiens, Estelle nous a dit on va se dépêcher. Non. Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Est-ce qu'on a le bon cursus? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a la salle de classe? Est-ce qu'on peut bien accueillir les gens? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toujours les choses, il faut les faire de la bonne manière. Faites pas de l'à peu près, pas du médiocre. Si on ne sait pas bien faire, si vous faites cette tablette de chocolat, refaites 50 fois l'emballage, 50 fois. Faites pas de l'à peu près. Faites-le bien. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, vous voyez, il faut réfléchir. Là, je vous ai donné 3 idées comme ça. Faites une ligne d'habits. Prenez une styliste, faites une ligne d'habits. J'en sais rien. Travaillez avec le monde artistique. Il y a plein d'artistes. Moi, je travaille beaucoup avec les artistes. Je suis sûr qu'il y a des artistes qui seraient touchés par ce que vous faites. C'est une collaboration à faire. Les collaborations, les partenariats, la chaîne de la solidarité. Ce que je te disais. Quand tu as une gouvernance, quand tu as une organisation respectable, citoyenne, modèle, responsable, tout le monde voudra travailler avec vous. Mais il faut que vous le deveniez. Vous avez la matière, il faut que vous caliez votre gouvernance. Votre chocolat est bon. Il faut juste que votre emballage soit bien droit. C'est tout. Si vous devez retenir un truc, que le papier soit beau. Votre chocolat, il est déjà bon. Le même chocolat, remarquez juste, vous achetez une tablette de chocolat, il peut être très bon, mais si le packaging est moche, vous n'allez pas l'acheter.